Bonjour à tous, je vais vous faire une présentation sur l'SCSS, qui est un préprocesseur CSS et un préprocessé du CSS. Alors déjà rapidement, je vais me présenter, je m'appelle Audrey Liabondon, je suis développeuse chez IM Service en mission chez Crédit Agricole TIC. Je fais aussi partie du Fiduciaires Suisse, et je vous ai mis mon Twitter. Alors déjà rapidement, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font du web? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment faire du CSS? Évidemment. Voilà, déjà beaucoup moins. Donc pour ceux qui aiment le CSS comme pour ceux qui n'aiment pas, j'espère que LESS va apporter quelques solutions à tous vos problèmes. Donc je vais commencer par une petite histoire de CSS pour bien comprendre pourquoi CSS est un peu le bazar actuellement. Donc tout a commencé en 1996 avec CSS1. À l'époque, il y avait Internet Explorer 3 et Netscape 4 pour à peu près les numéros de version. Savoir que CSS1, quand il est sorti, IE3 a commencé à implémenter la norme avant qu'elle sorte. Donc à la sortie de la norme, déjà IE n'était pas compatible. CSS2 en 1998, donc CSS1 c'était juste du formatage, mettre en gras, mettre en couleur, etc. le texte. CSS2 a commencé à introduire des notions de positionnement et de différents médias de rendu. Le problème c'est que toutes ces normes ont été très très mal implémentées dans le navigateur. Donc on a commencé à utiliser pas mal de hacks. Au niveau du positionnement, c'est là qu'on a commencé à faire du positionnement par table ou avec les floats, qui n'étaient au début pas du tout prévus pour positionner des blocs. CSS 2.1, ça a apporté ça a enlevé tout ce qui n'était pas utilisé du tout dans CSS 2 et ça a commencé à implémenter un petit peu ce qui était utilisé par tous les développeurs de toute façon. CSS 3 donc, est en développement, en cours de spécification par W3C depuis 1999 et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, aucun module n'est considéré comme fini par le W3C, alors qu'on utilise tous du CSS3 actuellement dans le navigateur, dans nos développements. Et donc ça explique pourquoi il y a toujours les -webkit, -moz, etc. Pour chaque navigateur. Et enfin, CSS4 est en cours de brouillon, pour le moment. Donc, quelles sont les ambitions de CSS, en fait? C'est de séparer la structure et la présentation, donc bien les séparer, d'utiliser différents médias. Alors, ça faut savoir que pour les médias, outre les screens et print qu'on connaît à peu près tous, il y a un média handheld pour les téléphones, par exemple, ou un media speech pour les lecteurs d'écran. Et la cascade, c'est-à-dire pouvoir utiliser des CSS qui viennent de plusieurs endroits différents, une CSS utilisateur, la CSS définie pour le site, etc. Et avec des règles de priorité, décider comment on va afficher la page. En pratique, qu'est-ce que ça donne? En pratique, séparer la structure et la présentation, c'est très très difficile. Vraiment les séparer et puis prendre notre CSS et la mettre sur une autre page et que ça marche, c'est pas possible. Il y a aussi des problèmes d'accessibilité parce qu'on est beaucoup à faire du CSS et à mettre du contenu dans la CSS à travers des images de fond par exemple. Et donc du coup, si on utilise une CSS à l'utilisateur qui enlève ces images de fond, par exemple, on perd du contenu. La cascade, c'est bien beau, mais c'est assez difficile de savoir qu'est-ce qu'il y a comme priorité, qu'est-ce qui est prioritaire sur autre chose. On se retrouve avec des CSS avec des points d'exclamation importants un peu partout pour réussir à appliquer les styles qu'on veut. La compatibilité navigateur, donc je pense que là tout le monde voit à peu près de quoi je veux parler, avec notamment le box model de IA qui n'était pas compatible avec tous les autres box models et qui bougeait le positionnement. Quand on développait une belle page au pixel près dans Firefox par exemple et qu'on passait sous IE, c'était la catastrophe. Ça a tendance à être mieux avec les nouveaux IE. Et on se retrouve finalement à faire, quand on fait de la CSS, on fait énormément de copier-coller dans tous les sens. On copie les couleurs, on copie les blocs, on change des choses, on oublie, et puis du coup ça marche dans un navigateur, pas dans l'autre. Enfin,
c'est assez difficile. Donc, pourquoi préprocesser son CSS? D'abord, ça va nous permettre de respecter le principe dry, don't repeat yourself. On va gagner en lisibilité et au final, on va gagner du temps. Donc à savoir que moi, je vais vous parler de less. Il existe un autre préprocesseur qui s'appelle SAS, qui est en Ruby. Donc, on va commencer. Qu'est-ce qu'apporte less? D'abord, il apporte une façon de l'appeler. C'est-à-dire qu'on a deux manières de l'appeler. C'est-à-dire qu'on inclut une style sheet less, donc à peu près comme on inclut une CSS avec quelques subtilités. Et dessous, on va inclure un JavaScript qui est fourni. Et ça va nous transformer le less en CSS de manière transparente dans le navigateur. Ou alors, côté serveur, on peut passer par un moteur JavaScript, donc par Node.js ou Rhino, pour transformer via une intégration continue, par exemple, le less en CSS, et ensuite utiliser directement les CSS dans notre page web. On peut aussi passer par plusieurs logiciels que j'ai listés là. Donc, le plugin Eclipse est assez décevant, donc je vous déconseille de l'essayer. Qui permettent aussi d'avoir la coloration syntaxique de notre less et de le transformer en CSS. Donc less apporte des variables. Donc là, on définit une variable de couleur de cette manière. Et voilà comment on l'utilise. Donc on voit tout de suite ici l'intérêt, c'est-à-dire que si on veut changer la couleur... C'est bien comme ça ou... Moi, je vois, moi. Donc si on utilise si on voit que si on veut changer la couleur, on a la changer qu'à un seul endroit, au lieu de la changer après. Des mixins qui sont en fait des fonctions. Donc on les définit de cette manière-là, avec une valeur par défaut qu'on donne dans le constructeur. Et donc dans notre less plus loin, on l'utilise de cette manière-là. On voit qu'en une seule ligne, on a réussi à dire qu'on faisait une transition, donc on gagne beaucoup en visibilité et en compacité. De l'imbrication, donc ça simplifie vraiment la compréhension des cascades, plutôt qu'avoir de longues lignes de sélecteurs CSS pour définir ce qu'on veut faire. On va pouvoir imbriquer des blocs. Donc là, ce que ça va donner rapidement, on voit que par exemple, la troisième ligne n'est pas très longue là, mais donc avec un et point, j'ai mis le et point color. En fait, on va coller le point color au P, donc on va appliquer la classe au P. On peut aussi utiliser cette manière de faire pour les pseudo-classes. On voit là, par exemple, si j'avais déclaré pour les deux points link, etc., avoir tout le comportement du A dans un seul bloc, plutôt qu'avoir 50 lignes qui nous le décrivent. Les opérations. Donc là, j'ai déclaré que la bordure de droite était 3 fois plus grande que la bordure de gauche. Et si on modifie la taille de la bordure, encore une fois, on a à la modifier qu'à un seul endroit. Et donc on peut aussi faire ça sur des couleurs. C'est-à-dire qu'on peut additionner une couleur à une autre couleur. Donc là, il faut un petit peu connaître pour savoir ce qu'on fait. Et il existe aussi des fonctions qui permettent par exemple là, de faire des saturate. Il y a du lighten, darken, etc. Donc on peut arriver avec une ou deux couleurs en variable et 2-3 fonctions à faire une charte graphique complète uniquement en less. De la modularité. Donc des imports, on peut en faire en CSS, mais il faut savoir que si vous faites des imports dans votre CSS, en fait il va charger chaque fichier CSS indépendamment et ça va bien alourdir le chargement de la page HTML. Alors que là, ça nous permet d'avoir des modules, donc d'être assez clair au niveau du code et de ressortir un gros fichier CSS au final qui va se charger en une fois pour être beaucoup plus rapide. Donc pour illustrer la modularité, j'ai mis un petit bout de ce qu'il y a sur GitHub pour Bootstrap. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît Bootstrap, mais c'est le plus gros projet LS et un des projets les plus contribués sur GitHub. Et donc on voit qu'il y a énormément de modules différents.
Et donc le bootstrap.ls, le troisième, il inclut tous les modules et selon ce qu'on veut afficher ou pas dans notre application, on peut commenter ou enlever des lignes dans ce fichier-là et donc se retrouver avec un CSS beaucoup plus léger. Et pour finir, de l'héritage. Alors, il y avait déjà une certaine manière de faire de l'héritage à travers le mixin. Donc, comme je l'ai mis là à gauche, en incluant .button, en fait, on voit qu'au final, ça recopie le contenu de .button dans notre classe finale. Maintenant, on a moyen de faire extend button. Donc déjà, c'est beaucoup plus clair à la lisibilité dans le less. On voit vraiment que ça étend le bouton. Et ce que ça donne dans le CSS, c'est que ça va regrouper toutes les propriétés communes sur un seul sélecteur CSS et que donc ça va garder la spécificité dans une classe à part. Donc on voit que pour un code plus lisible, on arrive à un CSS plus compact. Au final, c'est assez intéressant. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai... Parfait. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que tu as évalué SAS et pourquoi tu as fait le choix plus de less que de SAS? Alors à l'époque, j'ai pas essayé SAS. Alors déjà il faut remuer pour SAS. Dans l'environnement dans lequel j'étais, amener un nouveau langage, c'était pas forcément la meilleure solution. Une des différences entre SAS et less, il faut savoir qu'ils s'émulent l'un l'autre, donc ils se ressemblent quand même beaucoup. Enfin, SAS a deux langages en fait. Donc il y a le SCSS qui ressemble beaucoup au less. Mais le gros avantage de less, c'est qu'on prend une CSS, on la renomme en .less, ça marche. Donc, alors que SAS, il y a plus, c'est un petit peu différent, il faut changer 2-3 choses pour que ça marche. Par contre, je rajouterais que dans SAS, tu as des librairies de style Compass qui, elles, t'incluent déjà de base plein de mixins, justement, qui t'évitent de redéfinir à chaque fois toutes les fonctions du style background color, enfin, tout ce qui est opacité, enfin, les trucs qui... Justement, ils t'apportent tout ça, et c'est ce qui, moi, au contraire, m'a fait choisir SAS plutôt que less. Je n'ai pas trouvé d'équivalent less. Enfin, less, on trouve des fichiers déjà tout faits, il n'y a pas de librairie inclus dans less, mais on trouve assez facilement des fichiers déjà tout faits qui contiennent un peu plus. Est-ce qu'il y a des browsers qui gèrent nativement du less Pas que je sais. Est-ce qu'il y a des projets dans ce sens, à ta connaissance? Il y a peut-être des plugins Firefox ou Chrome qui... Bon, je crois que non, peut-être. Je sais pas. Il n'y a pas vraiment de normes à ce niveau-là. Donc t'es pas obligé de le compiler directement en CSS. Tu peux inclure un JavaScript, tu as vraiment fait de Ouais, c'est ma deuxième question, c'est que dans le développement, j'imagine que tu privilégies la première façon de faire, c'est-à-dire d'intégrer le less avec le JavaScript. Non, parce que c'est coûteux, et ça te coûte quand même à l'interprétation, etc. Tu as du parsing, etc. Généralement, tu le compiles avant pour avoir CSS assez compact. Mais pour avoir, on a une possibilité en termes de développement, tu as plutôt envie d'avoir un feedback rapidement sur tes modifications. Après, généralement, les outils que tu as, ils te les compilent à la volée en fait. C'est-à-dire que tu fais une modification sur ton less, tu le récupères, tu as tout de suite ta CSS qui est à jour, quoi. La question. Ça. C'est quoi, c'est un JavaScript que ça génère le CSS, le less vers le CSS? Oui, c'est le moteur JavaScript.